Moi j'ai fait caoutchouc comme métier. Quand j'étais petit, je voulais être américain comme métier. Bon, après j'ai changé, j'étais plutôt russe. D'ailleurs, on voit la couleur est encore restée. Et puis maintenant, je suis plutôt, au niveau métier, je suis plutôt péagiste, hein, c'est original comme truc. On attaque le 5e. Là c'est un peu plus calme. D'ailleurs, pas de voiture. Les voitures qui pissent l'huile, après les gens se mettent les pattes dedans et tombent. Le départ en vacances était programmé, donc on se voyait mal, on va dire, les collègues, on se voyait mal faire la grève parce que ce qu'on voulait, c'est que la grève, on fasse le relais, c'est-à-dire les trois équipes. Et étant donné qu'il y avait beaucoup de monde qui partait en vacances, ça n'aurait pas pu suivre. Donc ça a attendu, on va dire, de fin juin jusqu'à octobre, quoi. Donc les gens sont partis en vacances avec ça dans la tête, donc ça a commencé à fuser. Et puis après, au mois de septembre, les gens sont revenus au boulot nerveux, anxieux, et puis ils en avaient marre. Donc, et puis, de toute façon, il fallait que ça pète un jour. Et d'ailleurs, on se demande même comment ça se fait que ça n'a pas pété avant le mois d'octobre, quoi, hein, que les gens ils ont tenu jusque là-bas, quoi. C'était vraiment, enfin c'était trop long, quoi. Ça aurait dû péter avant. Il a fallu se mettre en grève aussitôt le jour qu'il nous a annoncé. Je crois que c'est le 23 juin. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Ça fait longtemps maintenant déjà. Ça passe. Mais il fallait réagir tout de suite, il fallait réagir. C'est pas après. Parce que les gens, ils avaient toujours espoir que ça reparte. Ouais, ça va repartir de toute façon. Puis ça se trouve, il va y avoir une sélection, nous on va rester dedans. Donc chacun, d'une certaine façon, défendait, on va dire, son beefsteak, mais bon, c'est pas duré longtemps, quoi.
eux, c'était impensable de ne pas choisir l'option de partir sur Tours ou La Roche. À la limite, on était même des feignants. Alors, donc, je regrette pas de ne pas être parti. Parce que quand je vois les anciens collègues qui sont partis, des fois, ils regrettent regrettent eux-mêmes d'être partis. Et donc, de toute façon, je pense que Michelin, lui, il espère que les gens qui sont partis à Tours démissionnent de leur propre chef, comme ça, non seulement ils n'ont pas besoin de leur donner de l'argent, et puis comme ça, on n'entendra pas parler, quoi. Comme ça sera très bien. Mais bon, ils ne pensent pas beaucoup aux gens. Pourtant, lorsqu'on rentre chez Michelin, vous allez voir, Michelin, c'est la famille, une famille comme ça, moi, j'en veux pas, hein. C'est clair. Dans un logo, il y a toujours 2-3 choses à montrer. La première, c'est la ville, le produit et l'entreprise. Donc la ville ici est symbolisée par une partie du logo du Futuroscope. Hein. La boule est remplacée par le pneumatique et l'entreprise est symbolisée par le bibendum. Et alors ce pins a toute une histoire parce qu'il a été interdit. Il a été interdit par les tribunaux dans la mesure où Michelin a fait un recours près des tribunaux parce que l'image du bibendum étant inaliénable, on n'avait pas le droit d'utiliser. Ce pins avait été fait pour offrir aux salariés. On n'en faisait pas un commerce ou quoi que ce soit. Hein. C'était uniquement pour offrir aux salariés dans un cadeau de fin d'année en plus. Et donc voilà quoi. Mais ça valorisait l'entreprise en même temps, puisque bon, c'est comme ça. Bon. Du moment que Michelin a dit non, chez Michelin, on ne partage pas l'autorité. Hein, c'est ce que disait François, l'autorité ne se partage pas, mais elle s'incarne. Donc, ils ont montré là, effectivement, ce que disait François Michelin à l'époque où il était dirigeant de l'entreprise. Vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis de la population, qu'effectivement, c'est une belle entreprise. Je travaille chez Michelin, j'ai un bon salaire, j'ai réussi. Donc voilà la réputation sur quoi elle est assise. Maintenant, il y a le travers, il y a le parallèle de ce qui se pratique dans la boîte. Et malheureusement, c'est loin d'être rose. On y voit des conditions de travail déplorables. Je veux dire, une grande maladie à la mode aujourd'hui, les TMS. Enfin, troubles musculo-squelettiques, alors c'est tendinite, c'est le syndrome du canal carpien, c'est les épicondylites, enfin bien plein de mots savants qui disent que le travail est pénible, il est répétitif et il faut aller vite. Et ça génère, je dirais, des pathologies qui sont graves pour la santé. Donc il y a ça, il y a les horaires. On a plein de gens qui arrivent à la cinquantaine qui dorment mal. Mais bon, ils le diront pas parce qu'il y a leur salaire et puis il y a tout ce qui va à côté du salaire, c'est-à-dire toutes ces primes, tous ces petits avantages acquis qu'ils ont peur de perdre et ils veulent pas s'avancer. On le voit d'ailleurs dans les témoignages qu'on doit recueillir vis-à-vis des salariés qui sont encore actifs chez Michelin. Ils ont peur d'être mal vus, ils ont peur des représailles, ils ont peur de perdre quelque chose. Ils sont dans un certain petit confort, entre guillemets. Ils ne veulent pas le perdre parce qu'ils savent pertinemment que dehors, s'ils doivent quitter Michelin, ils n'auront pas mieux. Le médecin du travail, tout ça, m'a dit il faudrait voir avec Michelin pour pouvoir vous changer de poste. Parce que vous ne pourrez pas fournir le même travail que vous fournissiez avant. Quoi. J'ai dit moi je veux bien, hein, c'est pas le souci. Mais je connais la réponse de la direction. Et la réponse était que si je voulais effectivement changer de poste, donc de machine, eh bien, ça se fera à Tours. Hein. Ça se fera pas sur Poitiers, ça se fera à Tours. Si tu veux un autre poste, on va dire, on va faire la même chose expéditif, tu iras à Tours. Sinon à Poitiers, tu resteras là à faire ce que tu fais, et c'est tout. Donc pas de sentiment, quoi. Pas de sentiment, et puis comme année professionnelle, pour eux, la rigueur, ils traiteraient encore plus de feignants que... Mais il faut voir le nombre de personnes qui ont des problèmes de coude, de main, tout ça, et puis qui ne sont pas inclus dans la vie professionnelle parce que les gens ont peur de faire les démarches, parce que Michelin, déjà, le travail est déjà très mal perçu, on va dire. Donc ils ont peur ils ont peur, quoi.
Donc les gens, ils travaillent et puis ils sont comme ça, ils ont mal, ils sont pas bien, quoi. Mais ça, il y en a un paquet comme ça. Je ne serai jamais tourné de toute façon. Il y aura toujours des souvenirs qui reviennent, tout ça, c'est pas très sain, quoi. Donc le meilleur moyen, c'est d'en faire le deuil, et le deuil, c'est qu'on gagne au tribunal, hein. Il n'y a pas de solution. C'est la manière la plus digne, on va dire. Donc là, ils sont contents, on ne brûle rien, on ne casse rien, donc... Mais quand il est question d'argent, Michelin est très près de son argent, donc ça va être dur. Mais il faut être patient, on va bien voir. J'ai vu machin sur Eric Bobin. Ouais. Pourquoi qu'elle a baissé? Ça baissé. Nous avons proposé à la direction la réintégration des salariés sur le site de Poitiers, hein, puisqu'on n'est pas là, c'est pas l'indemnitaire qui nous intéresse, c'est l'emploi avant tout. On a fait la proposition à titre de conciliation et on ne pouvait faire que ça, puisque depuis la loi de M. Raffarin de cohésion sociale, dite de cohésion sociale du 18 janvier 2005, je ne peux plus, comme dans l'affaire Volbert, demander la réintégration des travailleurs sur le site. Donc je ne peux que proposer une conciliation sur ce sujet et donc j'ai fait part de mes regrets au Conseil des prud'hommes de devoir demander de l'argent suite à mon licenciement alors que je préférais demander de l'emploi et ma réintégration dans mon emploi ici dans cette belle entreprise, cette belle usine de Poitiers. Donc voilà, c'était Agnette, hein. Donc c'est un non, donc comme il n'y a pas eu de conciliation, l'affaire est renvoyée au bureau de jugement du 8 novembre prochain. On sait que ce sera de plus en plus dur. On est tous à un âge, on a tous au moins la quarantaine, plus de 40 ans éventuellement. Retrouver un travail aujourd'hui, ça va être une dure bataille. Donc bon, par rapport à ça, on demande un préjudice financier qui soit à la hauteur du statut de Michelin, quoi. Que ce soit quelque chose de quoi qu'on ne soit pas mis à la porte comme des malpropres, alors que l'entreprise a annoncé des bénéfices faramineux donc, en 2005. Donc c'est incroyable, c'est incohérent avec le système de mise en place pour un plan social, un plan économique aujourd'hui. Donc on se demande comment les pouvoirs publics peuvent accepter ça, quoi. Qui n'est pas de récolte ici, donc c'est fait, c'est Bodo, William, parce qu'il y a un problème après nous avons René William. Cette affaire Michelin-Poitiers, c'est une affaire de concert frauduleux. Pourquoi de concert frauduleux? Eh bien, je vais faire la démonstration. Mi-juillet 2003, on transfère le double X progressivement à Tours. Le transfert de cette activité doit entraîner le transfert de 160 emplois, c'est écrit partout. J'ai été voir donc les effectifs de Tours au 1er juillet 2003, avant la restructuration. 1733 salariés. Eh bien, au 1er juillet 2005, au moment où on va vous annoncer le plan social, au lieu d'avoir 1733 salariés, plus 160 emplois transférés, ce qui fait 1893 emplois,
il n'y en a plus que 1710. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'emplois, il y en a moins. Ça s'appelle une première fraude. La seconde fraude, c'est que votre plan social annoncé au mois de juillet 2005, c'est le transfert de 432 emplois de Poitiers à Tours. 1733 plus 432, plus 160 emplois transférés. Aujourd'hui, on devrait être à Tours 2325 salariés. Eh bien aujourd'hui, le 31 mars 2006, l'effectif de Tours, c'est l'effectif du 1er juillet 2003, 1733 salariés. C'est-à-dire que le tour de passe-passe de Michelin, c'est d'avoir réussi à supprimer, certes on le sait, une usine, mais d'avoir supprimé 600 emplois. Très précisément, 160 plus 432, très précisément, 592. Et t'as pensé? C'est comme ça. Non, mais bon, tout ce qu'on a dit là, on le fait, ça va être maintenant pour Poitiers, pour gérer un petit peu par rapport à l'entreprise, mais aussi on le fait par rapport aux autres sites de production. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites comme Bourges, on a les Échos, ils ont des très grosses difficultés. On arrête, et Michelin n'arrête pas d'arrêter des ateliers, que ça vous aide, que ce soit des fabrications, et tout par droite et à gauche. Michelin, pourquoi il a fait un PSE à Raleigh-Pâquerette? Si demain il en fait un autre à Bourges, il en fait un autre ailleurs, il appliquera la même chose qu'il a fait à Poitiers. Aujourd'hui, dans le groupe Michelin France, il y a 2 usines qui ont de gros soucis. C'est Bourges, comme vient de le dire Hervé, et c'est Toul, l'usine Kléber, qui fait du tourisme. Et les ateliers et on croit qu'à terme, ces 2 usines auront le même sort qui nous a été réservé. Donc, c'est vrai que si le plan de Poitiers passe comme une lettre à la poste, parce que globalement, Michelin a quand même gagné la première manche, il a fermé l'usine sans gros soucis particuliers. Donc, il a gagné la première manche. Par contre, on lui réserve la seconde. Mais s'il gagne sur l'ensemble des procédures, ça veut dire que demain, il recommence ailleurs. Il recommencera à Bourges, et il recommencera à Toul, et Clermont, il continuera. Et puis, continuer de faire parler de nous des Michelin, parce que chez Michelin, c'est pas un peu comme la presse essaie de le faire entendre, c'est-à-dire, c'est une bonne maison. En fait, aujourd'hui, c'est pas une bonne maison, et il faut que nous, à travers notre combat, eh bien, on continue de faire en sorte de faire comprendre aux gens que c'est pas une bonne maison. Et que quand ils n'ont plus besoin de nous, ils nous jettent. Et à travers ces différents angles d'attaque-là, on va peut-être pouvoir non seulement consolider non seulement notre attaque, mais aussi avoir de l'eau pour agrémenter notre moulin et faire en sorte qu'au bout du bout, eh bien, on gagne. Et on gagne sur l'indemnisation, mais on gagne aussi sur le reclassement, parce que c'est ça qui est important. Et là, on domine une bonne partie de la ville. Là, on voit la mairie, là. On voit même par temps clair la cheminée de l'entreprise Michelin qui est encore vivante. La cheminée, pas... et l'entreprise aussi est vivante, mais pas l'usine. Il est rentré dedans là ou pas lui? Oh là là. Là c'est le pompon aujourd'hui. Hein.
la cellule, eux, ils sont pour, ils valident, mais c'est Ouais, le financement, d'accord, c'est non, tout. bien sûr, parce qu'après les sous c'est Michelin, c'est Saint-Léon qui détient les Mais commandes bon, à tu me bourse. diras, j'ai pas de papier, mais hier, quand j'ai discuté avec Saint-Léon, il m'a dit, c'est pas le coût de la formation qui nous arrête, c'est le coût que... Il n'y a pas de débouché. Ouais. Il n'y a pas de débouché. Je veux pas faire plombier, moi, je veux faire... Ouais, non, mais j'avais compris. Bon. Si tu me fais un brouillon, tu m'écris assez bien que je puisse te relire. Je vais essayer. Cause que c'est moi qui tape après. Ouais. En ce qui concerne la formation, bah, Et là, j'en ferai une pour moi, on a de sérieux doutes quand même sur la volonté de Michelin d'aider les salariés à se reclasser, quoi. Moi, ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est que beaucoup des salariés qui sont aujourd'hui en congé de reclassement et en formation sont des gens qui n'ont pas eu de formation pendant 20 ou 30 ans suivant leur ancienneté. Et aujourd'hui, Michelin fait des difficultés pour les aider à se reclasser. Je trouve ça inadmissible et inhumain, quoi, parce que ces gens-là ont donné une partie de leur vie, une grande partie de leur vie sans possibilité d'évolution. Et aujourd'hui, ils sont dans la difficulté pour se reclasser. Michelin fait le minimum pour les aider. Je lui ai demandé pourquoi il refusait de financer ma formation. Il m'a dit que lui, avec la psychologue de l'AFPA et puis la cellule, ils étaient convaincus que je ne pouvais pas faire cette formation. Parce que lui, il se basait sur les 11 mois de formation totale. Moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce qui m'intéressait, c'était que le premier module de la formation, parce que c'était le plus intéressant pour moi, et que je voulais travailler auprès de particuliers. Après, il m'a dit que c'était pas le coût de la formation il a dit que c'était pas cher, 5 000 euros, il m'a dit en gros, que c'était pas cher. Par contre, lui, c'était... Et à la limite, on s'en fout. Le problème, c'est Voilà, qu'il y a un PSE où il s'engage à aider les gens à la formation et à la réinsertion. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de débouché. Et moi, j'ai dit, vous venez avec moi à la ZUP, je vous trouve 50 clients tout de suite. Ouais, non, mais... Après, il m'a dit, à la fin, il m'a dit, on va réétudier votre cas. C'est tout, après il est parti. Parce que je trouvais qu'il était pressé. Mais bon, il n'y a pas de... Faut pas faire confiance. C'est ma parole contre la sienne, quoi. Ouais. Non, mais il ne faut pas leur faire confiance. En plus, c'est fait pour faire traîner les choses. Tu comprends, plus le temps avance et puis plus la fin de ton congé approche, et moins ils seront obligés de te financer tes formations. Donc, et un coup, quand tu auras fini ton congé, ben, tu n'auras plus personne pour te financer tes... Si, il restera la CEDIC pour financer tes... c'est moi, quoi. Et c'est pas à la CEDIC de financer les reclassements. Dans le cadre de la cellule de reclassement Equiforce qui n'était pas mise en place le 18 février 2006, vous avez quand même licencié le personnel de Poitiers, ce qui présume pour l'avenir de ces salariés et leur réemployabilité de mince chance. Vous vous gargarisez d'être le numéro 1 mondial du pneumatique, mais vous vous comportez comme un petit patron d'une entreprise de 10 salariés. Les moyens attribués dans le cadre de la formation sont insuffisants et ne permettent pas une véritable formation qualifiante afin que les salariés licenciés puissent rebondir sur un nouveau métier. La moyenne d'une formation qualifiante, notamment dans le BTP, pour l'exemple, est de 12 mois, alors que le dispositif mis en place dispose respectivement de 5, 7 et 9 mois. C'est une gestion de personnel à la petite semaine qui ont de graves conséquences pour leur emploi et ceux des autres, alors que vous avez les moyens financiers pour que soient dispensées de véritables formations permettant une réelle chance de reclassement. Sur l'avenir du site de Poitiers, 60 emplois ont été conservés. À notre connaissance, aucun projet d'investissement pour un agrandissement quelconque afin de pérenniser 60 emplois sur ce site ne nous a été présenté. Nous sommes inquiets pour les salariés restants. Alarme péage. Alarme péage. Les conditions qui m'ont été proposées, moi personnellement, pour aller à Tours, c'était de reprendre le 3-8, alors que je faisais depuis 10 ans du 2-8, donc reprendre les nuits, et être comme les autres collègues, c'est-à-dire se lever à 2h30 le matin pour aller embaucher à 5h à Tours, et rentrer l'après-midi à 15h quand on était de l'équipe du matin. Et puis rentrer à 7h30 le matin quand on est d'équipe de nuit, quoi. Donc c'était pas viable. Personnellement, physiquement, c'était pas possible. Moi, je m'en sentais pas capable.
J'ai énormément de mal à me lever à 4 h le matin quand il faut venir bosser à 5 h, donc se lever à 1h30 plus tôt, c'était pas pensable, quoi. En revanche, on m'aurait fait une proposition de travailler à Tours dans des conditions normales, entre guillemets, c'est-à-dire travailler en horaire normal, je pense que j'aurais accepté, oui. Il y a des collègues qui font... c'est dur, mais ils font aussi 12 heures par jour. Hein. Les gens se lèvent à 6 h et rentrent à 18 h le soir chez eux. Mais on reste dans des horaires normaux avec des nuits où on dort au lieu de travailler, ce qui est quand même plus naturel. Je pense que j'aurais fini ma carrière dans l'entreprise. Les propositions de reclassement, c'est un petit chèque de 10 000 €, donc 65 000 francs, et puis c'est tout. Donc 65 000 francs. Quand on habite, les gens sont originaires de Poitiers des environs. Ils ont construit leur maison, je dirais presque eux-mêmes. Ils ont un cadre de vie qu'ils n'ont jamais ailleurs. J'ai des exemples de collègues où ils ont une maison, où ils ont 2000 m² de terrain. Ils vont la vendre, allez, je vais être gentil, 1 200 000 francs, parce que je parle en ancien francs. Et ils vont arriver sur Tours avec cette somme-là où ils vont se contenter d'un appartement type 4 peut-être, et puis, ou alors d'une petite maison, mais à combien, 40, 50 km, ce qui n'est pas plus avantageux pour eux, se séparer de la famille, changer les enfants d'école, je veux dire, quitter leur tissu social et familial pour aller chercher quoi? Rien, des soucis, les 3-8, et puis du travail en 7/7, parce que c'est ce que propose Tours, enfin c'est ce que va proposer Tours. Donc voilà les conditions. Et pour d'autres, prendre la navette. Ceux qui ne veulent pas déménager, prennent la navette. Alors on a vu, si j'embauche à 5 h à Tours, il faut que je me lève à 2h30. Parce que la navette, elle part à 3h20 ou 3h30. Et puis là-bas, j'arrive à 5h moins le quart. Voilà les conditions. Alors c'est une amplitude de 12 heures. 12 heures sur 24 heures, il faut dormir. Et puis il faut travailler, puis il faut manger, puis c'est tout. Donc non. Si c'est travailler pour travailler, ça rime à rien. Enfin, c'est rien à côté. Si on construit rien à côté, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà les conditions dans lesquelles ils partent. Donc ceux qui ont accepté, effectivement, c'est des gens qui sont âgés, 45 et plus, largement plus. Ils ont 5 ans, 7 ans à tirer pour la grande majorité. Donc ils se disent, bon allez, c'est une galère de 5 ans, on va la finir là-bas, tant pis. Et puis après, ils en sont débarrassés dans le secret espoir de dire il y aura peut-être encore des pré-retraites et puis on pourra peut-être partir encore plus tôt. Ils partent avant l'âge de la retraite, mais c'est financé par la collectivité publique. C'est pas Michelin qui paye, je veux dire, il en paye une infime partie, mais c'est l'État français qui paye. Alors quand on dit un chômeur coûte cher, oui, mais pas plus cher qu'un plan social à Michelin où c'est l'État français qui paye les pré-retraites. Michelin disait non, regardez, moi je m'occupe de mes salariés, je suis soucieux de leurs conditions de travail, ils méritent de partir avant l'âge. Ouais, c'est une parole qui, en matière de communication, c'est bon pour lui, ça mange pas de pain et ça lui coûte rien. Et vis-à-vis de l'opinion publique, il dit, oui, le message est passé, regardez, Michelin, il fait partir ses salariés à 55, 56 ans. C'est comme dans une grande entreprise nationale comme la SNCF, ils sont aussi bien vus, aussi bien nourris, aussi bien lotis, ce qui est complètement faux. Non, il joue sur les mots, il dit je ne ferme pas l'usine. Effectivement, il reste 60 personnes à logistique, sauf qu'il a transféré 300 emplois sur Tours, et puis il y a 112 licenciés sur le site de Poitiers. Bon, il dit oui, il y en a 112 parce qu'ils ne veulent pas travailler. Je leur ai proposé un poste à Tours ou ailleurs, ils ne veulent pas travailler. Oui, sauf qu'un salarié, c'est pas comme une chèvre ou un mouton, on ne le déplace pas comme on en a envie. À travers ça, il y a sa famille et puis tout ce qui va avec. Et quand il dit il n'y a que 111 licenciés, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a tous les emplois induits dans le bassin d'emploi de Poitiers, où là, il y a des licenciements. Toutes les entreprises sous-traitantes partent, licencient. Je veux dire, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'emploi Poitiers, c'est pas vrai. Bon, il y a l'ATP, la taxe professionnelle, il y a tout ce qui va, tous les deniers publics, tous les deniers qui devaient reverser donc à la collectivité, mais il y a plein d'entreprises qui ont réduit leur activité parce qu'ils travaillaient en sous-traitance pour Michelin. Quand on fera les comptes à la fin de la foire, comme on dirait chez nous,
les résultats seront tristes. Mais en matière de communication, il aura échappé à une mauvaise image de marque. Il dira bah non, c'est pas de ma faute, ils n'ont pas voulu. Mais moi, je dis aujourd'hui, acheter un Goodyear qui est fabriqué à Amiens ou acheter un Continental qui est fabriqué à Sarreguemines, c'est mieux qu'acheter un Michelin qui est fabriqué en Pologne. Parce que quelque part, il y a une valeur qui est créée, et il y a un emploi au bout, il y a tout ça. C'est même pas uniquement ça. Et c'est plus du cocorico, là, c'est de la réalité économique. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ce genre de raisonnement. Parce que produire en France, produire même en Europe, aujourd'hui, moi, ça me paraît un peu... Moi, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'on appuie les régimes sociaux, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un pneu polonais il est moins cher qu'un pneu français, et pourquoi est-ce qu'un pneu chinois il est moins cher qu'un pneu polonais? C'est parce que les régimes sociaux ne sont pas adaptés. C'est tout. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut... Parce que pour moi, l'ouvrier polonais ou l'ouvrier chinois, il n'est pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas eux qui sont responsables. Eux, ils ont besoin de vivre, ils travaillent pour vivre, ils sont comme nous. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils travaillent chez Michelin, c'est mieux que s'ils travaillaient ailleurs, certainement, que d'être paysans en Pologne, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la paysannerie polonaise est en train de payer le fruit de l'élargissement européen. Mais ils travaillent chez Michelin en Pologne, mais les régimes sociaux ne sont pas adaptés. Et ce qui fait que ça fait des coûts de production moins chers. Et quand tu vas en Chine, c'est encore pire. Et aujourd'hui, moi, je pense que les premiers responsables, pour moi, là, ils sont bien franco-français, parce que c'est Édouard Michelin et ses sbires qui sont les responsables de ce qui se passe, qui vont s'installer là-bas, parce que pour eux, c'est pas la question de produire moins cher. Ils s'en foutent de ça. Et c'est qu'une des conditions. Ce qui compte pour eux, c'est que ça rapporte plus. Maintenant, quels que soient les moyens, la manière dont c'est fait, bon, il se trouve que là, c'est grâce aux coûts de production, mais ce qui compte pour eux, c'est les coûts, c'est ce qui rapporte à la fin. Et ils vont s'installer là-bas uniquement pour ça. Moi, je crois qu'à un moment donné, ces gens-là sont dangereux, pas seulement pour le pays, mais ils sont dangereux pour l'humanité, pour le travail, pour tout ce qui est création de richesse. Ce sont des gens dangereux qu'il va falloir qu'on mette devant leurs responsabilités. Et la question n'est pas de dire ils sont français, ils sont polonais, ils sont chinois. C'est pas ça le problème, parce que ces gens-là n'ont pas de frontières, n'ont pas de nationalité. Édouard Michelin, il n'est pas plus français qu'il est chinois. Il est financier avant tout. Et tous ces mecs-là, ils sont pareils, quoi. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est le pognon. On veut des petits salariés, des petits ouvriers bien gentils, qui soient malléables, qui soient mobiles, qu'on utilise quand on veut, quand on en a besoin, pour le moindre coût possible. Il suffit de regarder ce qui se passe en Asie, ou en Europe de l'Est. C'est le même principe. À mon avis, ça va se gâter. Je vois l'exemple polonais, où les gens n'acceptent plus ça, ils commencent à se révolter. Et quand on a eu quelques échanges avec certains syndicalistes d'Europe de l'Est, ils disent, la première chose qu'ils nous ont dit, même les Sud-Africains nous le disent, conservez votre modèle social, ça nous servira de base et de support pour dire, regardez, nous aussi on peut faire du social, regardez comment la France, ils sont capables de le faire, pourquoi nous on ne serait pas capable de le faire? Et je crois que cette image-là, les capitalistes, les financiers, ils n'en veulent pas. Ils partent du principe qu'on leur a volé quelque chose pendant la période de l'après-guerre, que ça a été, je dirais, mal acquis, que c'était pas dû, et ils veulent le récupérer. T'empêcheras jamais ces grands groupes de faire leurs lois, faire leur politique. C'est bien ce que je dis. Combien de temps les empêcher? Qu'est-ce que tu veux faire contre un trust comme Michelin? Parce que j'appelle ça un trust, tu peux pas appeler ça autrement. Ce sont que des financiers. C'est construire quelque chose d'aussi gros. C'est pas en se rompillant à l'intérieur des frontières qu'on va construire quelque chose. Comme tu dis, comme on dirait à tous les travailleurs de s'unir une seule fois dans le monde pour dire merde, ou dire non, ben on est loin. Faut pas être pessimiste. Je suis pas pessimiste, mais quand tu apportes à un pays comme la Pologne, il n'y a pas grand chose, des emplois comme Michelin, ben les mecs ils en sont super contents. Bien sûr, et c'est normal. Puis c'est normal. C'est normal, mais ce qu'il faut, c'est nous amener ce qui va derrière.
C'est dire, voilà, Michelin, il s'est construit en France avec un système social et tout ça, où il disait qu'il ne pouvait pas y arriver, parce que Michelin, combien de fois, ça fait plus de 100 ans que Michelin existe, combien de fois il a dit, Michelin, si ça continue comme ça, on mettra la clé sous la porte parce qu'on ne pourra pas y arriver. Il y a eu 36, il y a eu 1919 avec les 40 heures, il y a eu 36 après avec les congés payés, il y a eu 68, tout ça, à chaque fois Michelin a dit, on ne pourra pas y arriver. N'empêche que Michelin existe toujours, ça pire que jamais d'ailleurs, parce qu'en 68, il était numéro 10 mondial, peut-être même encore plus bas, et aujourd'hui il est numéro 1 mondial. Donc faut pas qu'il se plaigne, il s'en est bien tiré quand même. Et pourtant la situation était plus difficile entre 68 et aujourd'hui qu'elle l'avait été avant pour lui. Il y a eu la crise du pétrole de 74 et tout ça, puis toutes les crises qui ont suivi. Ça veut dire que quelque part, eux, ils savent faire valoir leurs problèmes, c'est-à-dire se plaindre systématiquement, pleurer avant d'avoir mal, parce que c'est le principe, dès qu'il y a une loi, un projet social qui va à l'encontre de ce que eux espèrent par rapport à leurs gains financiers et tout ça, ils se mettent à pleurer, avant que la chose soit votée. Et ceux qui rament, ceux qui payent, c'est les salariés, parce que s'ils ne payent pas financièrement, ils payent de leur vie, de leur santé, et c'est eux qui fournissent le travail. Il y en a qui vont l'un d'appel, c'est sûr, mais on pense malheureusement qu'il y en a qui, pour des raisons financières ou qui n'ont pas ou d'autres raisons, qui risquent d'arrêter sa procédure. Mais nous espérons regarder un maximum des 82 salariés qui ont déposé un dossier, sachant qu'aujourd'hui nous avons aussi déposé au niveau des 13 élus licenciés une saisine auprès du tribunal pour que nous aussi nous allions au prud'homme dans les mois à venir. Les motifs avancés dans le jugement, vous les trouvez recevables ? Non, pas du tout, parce que tout ce que l'entreprise a défendu au niveau de la compétitivité, comme a dit un avocat, au niveau de tout ça. Aujourd'hui, les machines qui ont quitté Poitiers pour aller vers Tours, c'est des machines qui ont été en petite partie vers Tours, et d'autres qui ont été vers les pays comme la Chine, le Brésil, la Roumanie. Ces machines-là, on les a vues à Poitiers sur les quais avec dessus d'étiquettes direction ces pays-là. Alors c'est vrai que c'est pas un transfert de Poitiers vers Tours. Ils ont profité de ça pour délocaliser des machines vers des pays étrangers, où bien sûr la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, comme les pays de l'Est. Aujourd'hui, on était hier au niveau du comité central, on sait que Michelin veut faire de l'usine de Holstein en Pologne et l'usine de Zalao en Roumanie les deux plus gros centres de production Michelin au niveau de l'Europe, voire mondial. Et là, ce que font aujourd'hui ces usines-là, c'est de la production que Poitiers, parce qu'aujourd'hui à Poitiers, les collègues les anciens collègues qui sont à la logistique montent des pneus qui viennent de Roumanie, qui viennent de Zalao. Il n'y a plus de production à Poitiers, Tours n'arrive pas à faire la production, que ce soit au niveau qualité et au niveau quantité. Il faut bien, si Michelin veut garder des parts de marché et faire de la vente, parce que 2006, le bilan qu'il va y avoir, Michelin aura parlé des pertes de marché. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas pu fournir les clients. En poids lourd, principalement, je parle. Et ce qui veut dire que, parce que l'arrêt de Poitiers et la non-production, le niveau de production prévu à Tours ne correspond pas à la demande. Et ce qui veut dire que ces pneus-là, ils viennent des pays de l'Est. Et sur le marché français, ils sont revendus au même prix que s'ils étaient fabriqués à Poitiers ou à Tours. C'est ce que je faisais, l'obligation conventionnelle de reclassement. Ça, c'est quand vous avez des conventions collectives, elles mettent en place des conditions c'est en fait la direction départementale du travail qui doit déterminer. Un 4, 3, 2, 1, 0. Maître Brun, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur l'audience d'hier, une audience de plus concernant les anciens Michelin. Une audience déterminante, nous sommes d'accord, c'est une audience extrêmement importante puisque nous sommes devant la chambre sociale de la Cour d'appel. C'est en quelque sorte l'heure de vérité. Je suis très confiant par rapport à la plaidoirie de Maître Brun qu'il a fait, et je suis confiant par rapport au tribunal que nous avions en face de nous, parce que nous avons trouvé beaucoup plus attentif
que lors de l'audience des prud'hommes. Pour prud'hommes, nous avions affaire à des, entre guillemets, à des généralistes. Et là, nous avons vraiment affaire à des spécialistes du droit social. Et c'est pour ça que je suis très confiant sur le résultat d'aujourd'hui. On est grosso modo, après 18 mois de cellule de reclassement, dans la situation que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire la règle des 4 tiers, un tiers de gens en chômage, un tiers de gens en précarité, CDD, intérim, etc. Et un tiers de gens qui ont retrouvé un emploi en CDI, mais avec un tiers de salaire de moins. Nous avions un site industriel performant, c'était le pôle d'excellence, c'était un savoir-faire extraordinaire. Et on ferme ce site au nom d'une compétitivité menacée. Enfin, c'est incompréhensible. Là, voilà. Donc on est débuté sur l'intégralité de nos chefs de demande. Surtout. Il n'y a pas de violation de la procédure de licenciement, il n'y a pas de violation de l'ordre de départ, le plan de sauvegarde de l'emploi est parfait, et il n'y a pas de violation de l'obligation conventionnelle de reclassement puisqu'on vous a proposé un reclassement à tour. Fermez le banc. C'est bon. Magnifique. Eric, je vous renverrai un exemplaire. C'est une copie de l'arrêt pour les salariés ordinaires. Ouais. Donc j'ai lu un peu en diagonale, donc on va prendre le temps de le lire avec beaucoup d'attention. Donc on se reverra le 14 décembre pour analyser la suite à donner. Très décevant. Ah oui, ça. Très décevant. Bon, bah. Là, on est sur la terrasse du parking Carnot, on domine toute la ville de Poitiers. Et il y a une capacité de véhicules importante dans ce parking, puisqu'il y a un rez-de-chaussée, 5 étages et la terrasse. Donc voilà, c'est relativement agréable là, les matins de juin quand on fait la tournée, puisque le soleil se lève, on voit les toits des maisons et on découvre la ville d'une autre manière. Voilà. Ok, donc c'est ton nouveau boulot. Voilà, c'est mon nouveau boulot que j'appréhende quelquefois avec difficulté parce que c'est pas évident, parce que il y a une remise en cause de beaucoup de choses, notamment financières, parce que le choix aussi, j'aurais pu faire d'autres choix, c'est-à-dire j'aurais pu rester au chômage notamment, et j'avais 250 voire 300 euros de plus que mon salaire aujourd'hui. Enfin, ça, c'est aussi des choix importants qu'on fait à un moment donné. Parce que le chômage, c'est pas une raison, c'est pas une raison de vivre et c'est pas une fin en soi, alors que socialement, le travail, c'est ce qui aide aussi à être bien dans sa vie, quoi.
Je travaille 13 week-ends sur 16. Moi qui me suis battu toute ma vie pour pas travailler le week-end, là j'ai une contradiction à gérer qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile. Bon, je pense que ça va évoluer rapidement parce que de toute manière, ça m'est pénible aujourd'hui de travailler en 3 vies. Bon, à l'âge que j'ai maintenant, 55 balais, ma carrière est derrière moi, donc mon cursus, il est terminé. Moi, ce que je souhaiterais, c'est effectivement pouvoir avoir un statut, un contrat, un vrai statut, et puis éventuellement postuler dans des endroits où je me sentirais plus utile que gardien de parking, quoi. Je pense que je suis en capacité de donner davantage aujourd'hui à la collectivité, ce que m'a toujours refusé Michelin, puisque pour lui, un syndicaliste n'est pas capable d'avoir des responsabilités. Le moral, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est-à-dire revenir à zéro, recommencer. Financièrement, c'est pas valorisant. Les conditions de travail sont difficiles. Tout ça, c'est difficile parce qu'on aspire à l'âge où on arrive, pour beaucoup de collègues, à un peu de tranquillité, quoi. Et se remotiver pour réapprendre quelque chose, c'est pas évident. Je ne regrette pas de ne pas être allé à Tours, puisque les conditions qui m'étaient proposées étaient insupportables, donc je n'ai pas à me regretter. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fini ma carrière dans cette entreprise, que de toute manière, cette entreprise qui était un peu la mienne, au bout de 30 ans, on y a quelques attaches. J'appelle dans l'ordre alphabétique, et par rapport à ce que j'ai vu. Jean-Jacques Olac, Joël Le Texier, Babin Laurent, Baudot Joël, Billard Jean-Luc, Bidodo Alain, Bonifay Jacques, Brisson Dominique, Roy Jean-Pierre, Brunet Jackie, Brunet William, Calambro Bruno, Cartier Patrick, Chauvet Alain, Collet Michel, Côté Philippe, Dartou Jean-François, Lenavo Bernard, je réfléchis. Deliquet Didier, Léon Delormeau, Durand Laurent, Favard Lionel, Fred Foulou, Fricard Gilles, Lionel Pic, Renier Rémy, Guégon Philippe,
Guérin Claude. Oui. Guillemin Dominique. Oui. Guyonnet Christian. Oui. Guyonnet Jean-Louis. Oui. Hérault Patrick. Oui. Jean-Yves Michel. Léon Bernard. Oui, oui. Leroy Franck. Réfléchi. Loisan Jean-Claude. Oui. Lombard Jacques. Oui. Louvet Jean-François.